Bonjour tout le monde. Alors, petite suite de vidéos que je vais effectuer sur un jeu de société tiré de la licence Donjon Dragon. Et il a sorti trois titres de cette série-là, soit Castle Ravenloft, Wrath of Ashardalon et The Legend of Drizzt. Et donc, ça va être sur celle-là qu'on va commencer, parce que de ce que j'ai pu comprendre, dans l'ordre de difficulté, le dernier étant le moins difficile, le deuxième étant le moyen, et le premier étant sorti, qui est Castle Ravenloft, étant le plus difficile. Donc, je vais commencer tout simplement avec The Legend of Drizzt. Et parce qu'en fait, je le coupe un peu le Drizzt, parce qu'on sait pas si c'est Dritz ou Drizzt ou juste Dritz, tu sais, c'est comme, en tout cas, c'est pas vraiment important, mais je vais essayer de moins possible de dire son nom. Donc, surtout son nom de famille en plus, Duorden, fait que, quand même, il n'a pas été choyé par sa mère, comme on peut dire, pour le choix du nom. Donc, pour commencer, en fait, c'est une série d'aventures. Je crois qu'il y en a 12 dans le livret d'aventure. Et donc, en fait, la manière que je veux faire ça, c'est. Donc, la première, je vais y aller comme il se doit, c'est-à-dire, c'est un peu pour apprendre les rudiments de base du jeu. Et il nous donne le personnage le plus puissant, soit Dritz. Donc, je vais y aller avec lui. Et donc, cette première vidéo va servir un peu à comprendre un peu de la mécanique, comment ça va fonctionner pour le jeu. Donc, évidemment, ça se peut qu'on entende un peu le chien marcher un peu partout, parce que je suis pas dans ma pièce habituelle pour tourner cette vidéo, parce que j'ai besoin quand même d'une grosse table. Parce que côté composante, ben en fait, comme vous voyez, j'ai déjà quand même plusieurs trucs de déballer. J'ai pas tout pris parce que j'ai pas besoin de tout. Donc, c'est déjà ça, quand même, c'est une bonne chose. Et donc, en fait, je vais prendre simplement le livret de règles et je vais vous expliquer vite les grosses lignes, en fait, comment ça va fonctionner. Bon, alors voilà. Donc, on va avoir une map qui qui va agrandir tranquillement, donc tout dépendant si j'explore ou pas. Et en fait, je vais avoir un objectif précis et habituellement dans l'aventure donc que je vais effectuer, il y a ce qu'on appelle donc une pile de tuiles relativement assez épaisse d'ailleurs, avec quand même plusieurs. Il y en a à peu près 30, je dirais, à l'intérieur. Donc, tout dépendant, il me demande le scénario de mettre une tuile précise à l'exemple à 8e emplacement. Donc, quand je vais tirer ça, il va y avoir quelque chose qui va s'activer donc dans le scénario. Euh, pour la cause, évidemment, je commence pas à expliquer ça va être quoi le scénario de cette vidéo-là. Ça va être à la prochaine. Là, on va se concentrer sur comment ça va fonctionner. Donc, en fait, pour la première aventure, je vais avoir simplement un seul et unique personnage qui va être défini par ma figurine ici. Euh, Évidemment, il va y avoir probablement une shitload de monstres, en fait, qui sont présentement dans des petits sacs parce que j'ai pas besoin de les sortir. Mais je vais avoir donc des ennemis qui vont apparaître et qui ont une intelligence artificielle sur leur carte, donc ils vont bouger en conséquence. Et comment ça fait pour spawner, en fait, pour apparaître, pour utiliser un peu plus le français. Quand je vais donc tirer une tuile supplémentaire, il va y avoir donc une section avec des champignons sur la tuile et c'est donc là que l'ennemi va apparaître. Donc à chaque fois que je vais donc piger une tuile, en fait, dès qu'un héros découvre une tuile, il doit donc piger un monstre. Et évidemment, la manière que ça fonctionne, c'est que le personnage va utiliser toutes ses actions. Par la suite, il va y avoir une phase d'exploration. Et par la suite, il va y avoir la phase des vilains. Donc, les monstres vont s'activer et vont habituellement bien nous fouetter. Donc, par la suite, pour ce qui est du personnage en lui-même, en fait, pour ce qui est des déplacements,
Je peux me déplacer en diagonale sur la grille. Je peux me déplacer en diagonale sur une autre tuile. Par contre, il ne faut pas évidemment que le chemin soit bloqué par une ligne de caverne, parce que là, les scénarios vont beaucoup se passer dans des cavernes. Je peux, par contre, tout dépendant de l'habilité, quand il me demande de compter des tuiles, je ne peux pas compter les tuiles en diagonale. Je dois absolument les compter directement une à côté de l'autre. Donc, exemple, qui aurait, je sais pas moi, deux tuiles ici, ben en fait, là, je suppose que je suis hors caméra, mais en fait, c'est une au-dessus et une à droite. Je pourrais pas passer de celle-là à celle-là en haut à droite. Il faut vraiment que je calcule une, deux. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour le calcul des tuiles. Pour les déplacements, donc, ça, c'est dit. Par la suite, mon personnage a une feuille, un carton. Je vais avancer ça un petit peu. Donc, on peut voir ici. Donc, en fait, là, j'ai mis des jetons de vie directement dessus. Le personnage peut avoir deux niveaux. Donc, un personnage de niveau 1 a certaines statistiques. Pour monter niveau 2, je dois, en désamorçant un piège ou en éliminant un ennemi, en fait, en attaquant un ennemi, rouler un 20 sur... Et voilà, c'est le bordel. Donc, vous l'avez entendu, je l'ai légèrement échappé, donc main pleine de pouces. Donc, en fait... un des 20. Donc, je dois rouler un 20, donc ce qui s'appelle un 20 naturel. Et donc, en roulant ça, je dois utiliser 5 points d'expérience en plus qui sont marqués sur les cartes de monstres qui vont déjà avoir préalablement été éliminés. Donc, évidemment, si vous roulez un 20 et que vous n'avez pas assez d'expérience, malheureusement, vous ne pourrez pas monter niveau 2. Il n'y a pas d'autre niveau, c'est vraiment 1 ou 2. Le 2 augmente les statistiques et vous permet de sélectionner des pouvoirs supplémentaires. Donc, pour ce qui est de la carte personnage, vous avez la première case qui est AC pour Armor Class, qui est en fait mon armure. Donc, l'ennemi doit donc atteindre 16 avec le D20. Là, vous allez dire, ouais, c'est quand même assez simple parce qu'il te reste, tu as juste 5 chances, en fait, de te faire toucher. En fait, il y a 5 chiffres, donc 16, 17, 18, 19, 20. Et, malgré tout, c'est parce que le monstre, eux, ont une puissance d'attaque qui sont ajoutées à leur roulement de dés. Donc, évidemment, si il dépasse, donc, il égalise ou dépasse mon armor class, ça va me faire des dégâts qui sont inscrits aussi sur la carte de monstre. Même chose de mon côté. Si je dois attaquer un ennemi, c'est la même chose, dépendant de l'habilité que je vais utiliser. Je dois rouler le dé plus le chiffre que j'ai et ça doit dépasser ou égaliser l'armor class du monstre que je cible. Par la suite, on a les points de vie. Donc j'ai 8 points de vie avec Dritz, donc sont déjà installés sur la feuille. Par la suite, j'ai une vitesse de 7, donc ça veut dire que je peux me déplacer de cette case. Parce qu'en fait, dans une phase de héros, ce que je peux faire, c'est bouger et attaquer. Je peux attaquer et bouger, ou je peux bouger 2 fois. Donc, on ne peut pas bouger, attaquer, bouger, tout dépendant, à moins que vous auriez des cartes qui le permettent. Donc, j'ai 7 déplacements possibles et une attaque, ou une attaque, 7 déplacements possibles. Évidemment, ce qui reste du mouvement, je ne peux pas le garder pour un autre tour, évidemment. Donc, ça. Et le dernier, le Surge Value. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est que si je suis éliminé, que j'ai plus de points de vie, à ma phase de héros, quand ça va revenir à moi, donc je vais me relever et je vais devoir utiliser un jeton Healing Surge. En fait, pour le scénario 1, j'en ai juste un. Et cette valeur-là, ça me donne donc le nombre de points de vie que je vais avoir quand je vais revenir à la vie. Je ne suis pas plein, donc je vais avoir juste la moitié de mes points de vie. En dessous, on a des capacités spéciales du personnage. Là, ici, on a combattant expert. Vous pouvez faire une attaque additionnelle durant votre phase de héros. Donc, ce qui est quand même extrêmement puissant comme personnage. Évidemment, un petit peu... je suppose que je vais me faire défoncer par les monstres. Il va en avoir une panoplie. Et en dessous, j'ai les pouvoirs donc de ce personnage-là. Parce qu'en fait, quand on attaque, c'est pas « Ah, je donne un coup d'épée et voilà, ça attaque ». C'est vraiment pas ça. C'est qu'on a des cartes. Évidemment, je vais juste me déplacer légèrement. Parce qu'ils sont juste en dessous. Ici. Donc voilà.
Donc, on a 3 types de cartes par personnage, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnages avec d'autres classes, mais on va les voir dans d'autres scénarios. Donc, on a des capacités qui sont dites at will, donc à tout va, on peut les utiliser comme on veut, et j'en ai 2. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que ces 2 types d'attaques qui sont relativement très différentes l'une de l'autre, malgré que vous voyez que les statistiques, évidemment là, dans la caméra c'est pas génial, mais c'est un attaque plus 6, donc le dé, à mon roulement de dé j'ai plus 6 et ça effectuerait un dommage, et j'ai aussi celle-là qui est la même chose. Et ce qui arrive, c'est que quand je déclare une attaque, je dois sélectionner une de mes 2 attaques. Donc, là, ce qui arrive, c'est qu'entre les 2 cartes, en fait, la première, qui est Icing Death, qui est une de ses épées, donc ça attaque un monstre adjacent. Si je roule un 18 ou plus sur le dé, ça donne un dégât supplémentaire. Donc, si je roule 18, 19, 20, ça ferait 2 dégâts. Donc, ce qui est quand même assez puissant. Et je pourrais aussi réattaquer parce que j'ai la compétence combattant expert sur le carton de personnage. Et Twinkle, donc, qui est son autre pouvoir que je peux utiliser, son autre épée, en fait, pour une attaque normale. Ça attaque un ennemi adjacent. Bien, évidemment, c'est parce que c'est des épées. Par la suite, placer un jeton stance, donc un positionnement, sur cette carte. Vous pouvez retirer le jeton de stance de cette carte quand un monstre adjacent vous attaque, en fait vous touche. Si vous le faites, donc vous réduisez les dégâts de cet ennemi par 1. Donc ce qui arrive, c'est que en attaquant, ben, il prend une position défensive. Donc si jamais on se fait attaquer, ben, il part un peu l'attaque. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Donc on a deux cartes at will que, en fait, plusieurs personnages, en fait tous les personnages ont au moins 2 cartes. Par la suite, j'ai ce qu'on appelle des daily power qui sont utiles une fois par tour ou une fois pour un bon bout. En fait, je me souviens plus exactement, il va falloir que je vérifie avant de commencer la partie, qui sont beaucoup plus puissantes. Par contre, j'en ai juste une. Là, selon le scénario, je vais devoir en sélectionner une entre Lone Draw et Twin Strike. Donc, entre les deux, exemple que je vérifie en fait lequel j'ai droit, la Twin Strike, attaquer un monstre adjacent, puis attaquer un autre monstre adjacent. Donc je pourrais attaquer le même ou attaquer un autre monstre. Donc c'est quand même assez efficace, merci. Et c'est encore une attaque plus 6 et dommage, ça fait 2 dégâts. Et si je miss, ça fait quand même 1 dégât. Donc ce qui est quand même pas mauvais, c'est un dégât assuré. Donc si jamais j'utilisais cette carte, et je devrais la retourner, et la façon de la réactiver, c'est tout dépendant avec des trésors ou des monstres qui vous disent vous pouvez retourner un daily power en ayant éliminé. Donc, ça serait la seule façon de récupérer ça. Donc, c'est beaucoup plus puissant que les at will, évidemment, mais c'est assez limité. Donc, ça. Et on a les utility power qui sont à peu près la même chose, qui sont on va dire, des capacités passives. Donc du personnage, et ici en fait je vais avoir les deux select 2 ranger au draw utility. C'est ça. Donc pour mon level 1 je vais avoir les 2 at will par défaut, je vais avoir un daily power et je vais avoir les 2 utility power. Donc ça va être assez puissant, donc je m'attends pas à mourir sur le premier scénario, mais quand même. Donc ça je vais avoir ça à faire. Donc ça c'est dit, de la manière que ça fonctionne, ok. Pour ce qui est de... En fait, là c'est pour la phase des héros, en fait je vais y aller parce que je vais avoir une petite carte comme ça qui va me permettre d'avancer dans le jeu. Donc si vous n'avez plus de points de vie, utilisez un Healing Surge, ok. Après ça, donc l'exploration. Ok. Donc si je termine mon tour sur une section, donc une section qui ça serait possible d'explorer, parce que évidemment par ici c'est impossible d'explorer parce qu'il y a un mur. Donc si je suis à la limite d'un chemin
qui me permettrait d'ajouter une tuile supplémentaire pour continuer le chemin. Donc je vais explorer. Donc ça c'est la phase 2 du jeu. Donc si je fais ça, ok, donc si je ne suis pas sur un côté pour explorer, donc je passe à la phase des vilains directement. Donc je pige une tuile, donc normalement ça aurait l'air à peu près de ça. C'est une grosse pièce de puzzle que je peux placer. Et je la place évidemment de la section où j'ai exploré. Donc l'exemple ça serait par en haut, ben je la placerai tout simplement ici. Il y a une flèche qui est sur chacune des tuiles qui vous indique en fait comment placer la tuile. Donc celle-ci c'est toujours la pointe vers où on explore. Donc j'aurais le plateau qui ressemblerait à ça. Les flèches, il y en a des blanches et il y en a des noires. En fait, le pourquoi du comment, c'est évidemment pour vous faire plus chier encore. Parce que ce qui arrive, c'est que les flèches blanches, elles, ne font rien. Autre que vous indiquer évidemment de placer la tuile dans ce sens. La noire, elle, va vous indiquer de piger une carte, c'est une carte Encounter, qui est habituellement toujours de la merde, pour vous faire chier le plus possible. Donc, il faut piger ça. Donc, je dois piger en plaçant une tuile, je dois piger une carte de monstre et placer le monstre sur la tuile. Donc, à l'endroit où il y a des champignons, donc ça va être ici. Par la suite, une fois que ça c'est placé, donc la phase des vilains, si vous n'avez pas placé de tuile pendant votre phase d'exploration, ou que vous avez placé une tuile avec un triangle noir, vous pigez une carte Encounter. Donc, ce que ça veut dire, si je reste sur place, j'explore pas en espérant que les ennemis s'approchent de moi et que je les attaque, je vais toujours piger des cartes Encounter, ce qui n'est pas nécessairement très bon. Si j'explore, j'ai une chance. Sur le paquet de tuiles, j'ai pas vérifié si c'est 50-50, les triangles blancs, les triangles noirs. Mais on a une chance quand même de s'en sortir, de ne pas piger de carte Encounter. Par contre, on a un monstre supplémentaire qui s'ajoute. Donc, une fois avoir pigé la carte et avoir fait qu'est-ce qui est marqué dessus, s'il y a des vilains en jeu, vous les activez. Puis, activez chaque monstre et piège que vous contrôlez dans l'ordre dans lequel vous les avez pigés. En fait, c'est que si je pige un monstre, donc je l'ajoute, on va dire, dans la section d'activation qui m'appartient. Par la suite, je continue, je pige un Encounter qui fait qu'il y a un piège de dard empoisonné qui est sur une tuile et en fait, elle est là tout le temps. S'il y a un ennemi qui va passer sur cette tuile-là, bon, évidemment, ça va tirer, bon, il va se faire peut-être toucher. Donc, à chaque tour, à chaque fois que ça tombe mon tour, que j'ai fini ma phase, donc je fais ma phase de vilain, je dois activer mon premier monstre que j'ai pigé. Peu importe où je suis, sauf si évidemment je l'ai éliminé. Là, j'enlève ma carte de monstre que j'ai dans ma section d'activation de monstre. Ce qui arrive, c'est que comme je ne peux pas avoir deux fois le même monstre en solo, quand on a juste un héros, c'est ça la règle en fait, c'est si je repige un monstre que j'ai déjà, je dois en piger un nouveau, donc pour diversifier un peu les monstres qui sont sur le jeu. Mais quand vous jouez à plusieurs ou à plusieurs héros, ce qui arrive c'est que vous allez pouvoir donc piger le même monstre. Mais ce qui arrive c'est que quand un joueur va activer ce monstre, il va activer tous les mêmes monstres. Donc, exemple, qu'il y aurait 3 araignées sur le plateau, j'en ai une, Red Blood Skull en a une, et Rain to Hell en a une, pour leur donner des noms aux autres joueurs qui sont fictifs. Donc, chacun a eu une araignée à placer et il n'y en a pas une de morte. Moi, c'est mon tour de faire ma phase d'activation des vilains et je vais bouger donc chacune des 3 araignées qui sont en jeu. Par la suite, Red Blood Skull, lui, va faire son tour. Il n'y en avait pas encore éliminé non plus. Donc, il va bouger aussi les 3. Donc, la carte de monstre active tous les monstres de cette sorte-là sur le plateau. Donc, ça peut être assez destructeur une fois qu'on joue à plusieurs là. En solo, je m'attends à pas nécessairement me faire swarmer à mort, malgré que je vais avoir quand même un personnage assez puissant. Donc, je vais avoir 2-3 petites autres affaires que je vais ajouter
dont les marqueurs de poison ou que je peux pas bouger, en fait, je me fais stunner sur place. Les monstres, les dégâts sur les monstres, des trésors. À chaque fois que j'élimine un ennemi, je vais piger un trésor qui va être, peu importe, ça peut être des trucs qui vont s'activer tout de suite, que je vais équiper. Euh, donc pour ce qui est des trésors, en fait, je peux en piger une à chaque fois que j'élimine un ennemi. Par contre, si j'élimine plus qu'un ennemi à mon tour, je peux juste simplement en piger un malgré tout. Donc je peux pas à chaque fois que j'élimine un monstre, bon c'est pas nécessairement ça de dire j'élimine un monstre, je pige un trésor, c'est pas vrai. C'est à chaque tour, je peux juste piger un maximum d'un trésor, peu importe le nombre d'ennemis que j'élimine. Donc c'est ça. Donc personnage level 2, le déplacement des personnages, placer des tuiles, les encounters, les monstres, les trésors, évidemment, on va les regarder tranquillement à chaque tour parce que je vais faire une vidéo par tour. Donc, ça va être un petit peu plus simple comme ça, donc et plus court aussi, évidemment. Donc, je pense qu'on a fait quand même relativement le tour, à part des petits points précis que je vais vérifier évidemment dans le livret avant de commencer pour être bien sûr de ne pas faire de gaffe. Mais on va s'installer pour la première aventure avec Dritz. Et je vous dis à plus. Et une petite dernière section après avoir vérifié pour ce qui est des trésors en fait. Je ne peux avoir dans mon inventaire qu'un à la fois fonctionnel, un objet qui me donne un bonus d'attaque ou un bonus de défense. Donc, je peux juste en avoir un de chacun. Et il y a deux types de trésors. Les fortunes qui sont utilisées immédiatement. Puis on a le bénéfice ou pas. Puis une fois que c'est fait, on défausse la carte. Et les objets qui sont utiles, en fait, qu'on a en tout temps. Par contre, je dois décider si mon héros le garde, le jette ou le donne à un autre héros immédiatement. Parce qu'une fois que l'objet a été donné à un autre personnage, on ne peut plus se passer aucun objet. Donc, c'est quand même un petit peu rigide, mais bon, c'est comme ça qu'ils décident de le faire. Et aussi, pour ce qui était des points d'expérience pour monter de niveau, on peut aussi, en échangeant 5 points d'expérience, annuler une carte Encounter qui va être pigée. Donc, en fait, qui est pigée. Donc, on la lit, c'est de la merde, ok. J'utilise 5 expériences pour être sûr. Donc, ça peut toujours être quand même bien de ne pas oublier donc cette petite truc là. Donc, cette petite truc là, ben oui, évidemment. Donc, on se dit à tout de suite pour l'aventure 1.